Aujourd'hui, la gauche continue, une certaine gauche, à croire en la révolution. On l'a vu quand on a parlé de la commune, il se passe des choses. Mais, on le sait bien, quand on parle de femmes, il n'y a pas d'homme de gauche. Brigitte Fontaine, Christine Delphi. On va revenir sur la Grande Révolution. La Grande Révolution, évidemment, c'est celle de 1789, la Révolution française. Je ne suis absolument pas une bonne historienne de la Révolution française. Je vais vous mettre en description, si j'oublie, vous me le rappelez, tous les podcasts, émissions, etc. d'Estonie, sa grande série sur la Révolution qui était vraiment super chouette et je la conseille même à mes étudiantes. Non, moi, ce sur quoi je veux revenir, c'est sur quelque chose de très précis et ça, c'est grâce à ce livre, La nature à l'ordre du jour. C'est de Colette Capitan et c'est donc sur la période 1789-1793. On est chez Kimé, je ne sais plus combien ça coûtait ça. Collection Le sens de l'histoire parce qu'on fait de la belle bibliographie. 93. Alors elle voulait qu'il accompagne le bicentenaire et puis voilà, ça n'a pas trop marché. Ou alors elle a commencé avec le bicentenaire parce que la question des femmes dans la Révolution n'a pas été tellement abordée à ce moment. Alors Colette Capitan, c'est qui et qu'est-ce qui se passe dans ce bouquin qui est hyper important mais aussi hyper compliqué, hyper dense et très méconnu. Et je remercie Vanina, merci Vanina. Je ne sais pas si tu regardes mes vidéos, mais en tout cas, celle-là, je vais te l'envoyer. Pour me l'avoir conseillé, c'était l'étape qui me manquait. Alors, dans Colette Capitan, c'était elle est décédée en 2015, une chercheuse au CNRS, c'est horrible, il est marqué Colette Capitan est chercheur au CNRS. C'est d'une fatigue, Et c'est une chercheuse très proche de Colette Guillaumin, qu'elle cite beaucoup, qu'elle remercie, et sous le patronage de laquelle elle se place explicitement dans l'introduction, et avec beaucoup de sensibilité, quelque chose d'assez beau. Je ne sais plus si elle est en anthropologie ou en philosophie politique, mais elle a une démarche assez hybride et qui est complètement ancrée dans ce qu'on appelle le féminisme matérialiste, qui est aussi celui donc de Colette Guillaumin, celui de Christine Delphi et de bien d'autres. Alors, je sais que Capitan, elle a fait des anthologies commentées de textes sur Maurras, donc Charles Maurras, c'est l'idéologie de l'action française, sur Ho Chi Minh, sur Louis Bonald, mais tout m'intéresse dans ce qu'elle a pu faire. Je ne les ai pas encore lus. Ça, c'est vraiment son gros bouquin, et vous voyez que gros bouquin, ça se fait pas, c'est pas la taille qui compte, paraît-il, et là, on est dans 179 pages en incluant le sommaire. Donc c'est court pour des grosses sommes. Depuis elle, la question des femmes pendant la Révolution et les révolutions est beaucoup plus abordée. On l'a vu avec les femmes sous la Commune. Il y a ce livre, La femme nouvelle, qui est la thèse de Caroline Fayolle, que je n'ai pas encore lu. Je viens juste de vérifier. Capitan est bien dans la biblio. Voilà, ça c'est des choses que je vais continuer à prendre en compte. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce livre? Pourquoi ce livre? Elle répond en fait à deux grandes interrogations qui est en gros elle s'inscrit dans le sillage de Colette Guillaumin et de ce que Guillaumin a appelé le discours de nature. Le discours de nature, c'est pas intuitif, mais en fait quand on commence à le repérer, je vais mettre les deux articles sur le discours de nature et l'appropriation des femmes en description ou commentaire. En général, quand j'oublie, ça finit par arriver au bout d'un moment, ou pas, mais si on me demande, j'y pense plus, et sinon, repasser, quoi, et puis demander. C'est sympa d'avoir des commentaires, en plus, ça permet de dialoguer, et c'est chouette le dialogue. Donc, le discours de nature, ce n'est pas... c'est une notion qui se fonde sur l'idée que la nature n'existe pas, ça on l'a déjà vu en mentionnant Philippe Descola hyper rapidement. Je viens de relire en diagonale les 200-300 premières pages de Part de la nature et culture. C'est vraiment très explicite. J'y reviendrai peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai envie de faire une vidéo sur Descola parce que c'est quand même assez ample. Et finalement, il passe à côté de ce qui, moi, m'intéresse, c'est-à-dire ce que Guillaumin appelle le discours de nature, c'est-à-dire la façon dont... Alors, la nature chez Aristote, c'est quelque chose qui va permettre une description. Une définition. Mais déjà chez Aristote, le fait qu'il y ait nature
implique qu'il y ait une cause naturelle. Une cause et une finalité, donc une origine et un but. Et Guillaumin postule que au tournant 18-19e siècle, il y a une bascule dans l'idée de nature. Et cette idée, ce discours de nature, c'est donc l'ensemble. Le discours de nature, c'est l'ensemble des discours qui vont, explicitement ou non, s'appuyer sur l'idée qu'il y a une nature, qui a donc été en fait conceptualisée. Aujourd'hui, on sait que cette nature n'existe pas, et que c'est une invention occidentale qui a une histoire, hein, donc qui aurait pu ne pas être et qui peut ne plus être. Et cette idée de nature, elle se présente comme descriptive et souvent assez immanente, c'est-à-dire qu'elle donne l'impression que c'est dans la nature, donc ça ne bougera pas. Alors qu'elle est en fait prescriptive, ça correspond à ce qu'on appelle la nature, et donc ça oblige à se conformer à des comportements attendus. En gros. Et derrière cette idée de nature, qui est extrêmement utile, évidemment, en sociologie, en anthropologie et dans d'autres cas, cette idée de nature, elle a une histoire... en fait, elle a une double histoire, parce que elle est remise véritablement en question, je dirais avec Descola, mais elle est repoussée, en fait. Les limites de la nature sont vraiment repoussées avec l'élaboration du doublet conceptuel nature-culture, et ça vient du moment de la bascule entre une anthropologie, on va dire, naturalisante physiologique, celle du XIXe siècle, de la Société d'anthropologie de Paris, fondée par Paul Broca, par exemple, je crois qu'il l'a fondée en 1963, et d'une anthropologie qui se fait culturaliste, et qui va considérer en gros que la culture est le propre de l'homme. Et donc, à ce moment-là, on va commencer à penser une frontière entre nature et culture. Ce que théorise, rassemble, résume Philippe Descola, donc anthropologue, dans Part de la nature et culture, c'est donc l'historicité de cette notion de nature. Et en fait, la façon dont on pense la nature, c'est une façon de penser un partage entre nature et culture. C'est-à-dire entre ce qui peut être changé et ce qui ne peut pas l'être. Ce qui est étonnant, parce qu'en fait, cette séparation nature-culture, elle part toujours de l'idée d'une nature immanente, alors que on sait au moins depuis Darwin que la nature, elle est en évolution. Et donc, il y a quand même des choses qui sont pas super claires dans tout ça. Alors, pour bien comprendre comment se forme ce doublet conceptuel nature-culture, il faut aussi revenir sur l'histoire du concept de culture, qui entre en parallèle, en concurrence et en résonance avec le concept de civilisation. Mais au XVIIIe siècle, c'est pas exactement comme cela qu'on le pense. Le mot culture, en fait, il est assez allemand, et il est à comprendre dans le contexte du romantisme allemand. Et là, je vais vous mettre une autre référence dont j'ai oublié le nom. En France, on va plutôt assez longtemps parler de civilisation, mais en fait, c'est pas l'humanité versus le monde. Et c'est parfois l'Occident versus le monde, mais dans cette civilisation, elle est quand même toujours comprise d'une façon extrêmement élitiste. Et très rapidement nationale, voire nationaliste, et ça dès le romantisme allemand, parce que le romantisme allemand pense la nation pour essayer de penser une spécificité allemande, alors que l'Allemagne n'existe pas. Donc ce qui est un projet, là c'est un projet qui est à la fois politique et philosophique et émancipateur, c'est-à-dire contre l'hégémonie culturelle française et contre l'occupation française napoléonienne, notamment. Mais évidemment, le nationalisme, c'est compliqué. Ça se passe en fait déjà avant en France, pendant la Révolution française, et d'une façon assez différente. Et c'est assez intéressant. Donc en fait, ce que fait Colette Capitan, c'est qu'elle historicise et qu'elle vérifie une intuition de Guillaumin dans cet article double sur le discours de nature, et qu'en fait, et elle montre en fait que ça n'est pas exactement romantique. En fait, elle ne parle pas tellement du romantisme, mais elle remonte avant, à la Révolution française, au moment où... Et elle montre quelles sont les étapes qui vont faire de ce discours de nature un discours dominant dans le discours, c'est-à-dire dans la philosophie politique. Et pourquoi et comment
se met en place ce discours de nature comme un discours qui va exclure les femmes. Donc ça veut dire que l'enjeu il est double, il est donc historiciser ce discours de nature. J'ai dit double, mais je vais devoir compter sur mes doigts. Hein. Donc elle historicise ce discours de nature en le ramenant à la Révolution. Elle montre comment les femmes n'ont pas été des oubliées de la Révolution, mais des exclues. Ce qui change quand même nettement la perspective, et donc j'ai bien fait de compter sur mes doigts. L'enjeu est aussi pour elle de voir, et ça c'est un truc qui est lui aussi passionnant, comment les révolutionnaires ont fait la révolution, c'est-à-dire comment en fait ils ont pensé conceptualiser l'abolition du régime féodal. Donc là on sent que ça va devenir de la philosophie politique féministe matérialiste assez hardcore. Je vous ai prévenu, c'est difficile. Alors ouais, je l'ai lu assez tardivement, je l'ai lu un soir de décembre dernier. Honnêtement, je l'ai lu en une soirée bien accrochée, et puis c'est un livre qui m'a énormément marqué, que je cite énormément depuis. Parce qu'il a fait comme beaucoup d'autres, c'est-à-dire qu'il a confirmé des intuitions qui ne sont pas naturelles, des intuitions qui viennent de mes lectures notamment, et puis de ma pensée, parce qu'il m'arrive de penser. Mais cette fameuse idée, dis donc, quand on parle de femmes, il n'y a pas d'homme de gauche, et qu'il y avait une espèce d'arnaque révolutionnaire, et dans un discours révolutionnaire, ça fait partie des choses que je mentionnais en parlant de ce folklore révolutionnaire, viriliste, dans cette vidéo qui clôture la série commune. Mais, évidemment, comme toutes les bonnes claques, ça fait mal, parce que ça va beaucoup plus loin, et je vous rappelle que Dworkin nous aide à comprendre pourquoi il peut être si difficile d'être féministe, puisque le moment, ça j'en parle dans la vidéo extra-lucide, acide lucide, sur le féminisme, mais c'est marrant, c'est une vidéo que j'arrive vraiment pas à revoir, celle-là. C'est-à-dire que le fait d'être féministe est une longue agonie en tant que femme, et je pense que ça peut être une jouissance perverse pour certains hommes, parce que l'évolution dans le féminisme ne fait qu'apprendre à quel point nous sommes opprimés. Et en ça, il y a une agonie. Parce que c'est extrêmement difficile de dire qu'on est victime d'un système d'oppression quand en plus il y a une telle culpabilisation des victimes. Et donc il y a quelque chose de très ambivalent dans la compréhension des mécanismes de l'oppression, parce que je ne peux plus parler d'agentivité, je n'y crois pas, c'est de la merde, c'est du vent, c'est de l'illusion, je ne peux pas parler d'empowerment. Ce sont des fantômes et des chimères qui servent juste à nous anesthésier. Non, le patriarcat, c'est une laisse, et de temps en temps ça sert moins fort, et de temps en temps on arrive à faire des choses. Mais on est toujours accroché à la laisse. Je reprends le bouquin. Donc, Capitan fait partie de ces livres-là. Alors, je vais tout simplement lire le début, la page 7. Tiens, c'est marrant, elle a choisi pas elle d'ailleurs, en illustration de couverture, l'avis de Goethe. Mais E.L. Goethe, c'est pas Johann Wolfgang, c'est un autre Goethe, ça. C'est Pierre Yang de Chine. Je n'avais pas vu ça. Bon. Ce livre porte sur l'idée de nature née avec le XVIIIe siècle, et je parlerai à un moment de la thèse, et là son nom m'échappe, mais donc l'idée de nature au XVIIIe siècle était aussi très important pour moi, et que j'ai oublié et retrouvé d'occasion, et que je vais relire bientôt. Donc née avec le XVIIIe siècle, l'idéologie naturaliste. Donc là, on est clairement en vocabulaire féministe, matérialiste, mais plus largement en vocabulaire de philosophie politique. Et sa mise en acte, c'est-à-dire sa réalisation, par la Révolution française. L'objet premier de ce travail était de tenter une réhabilitation de la Révolution française. Il s'est peu à peu modifié pour aboutir à ce qu'il est devenu aujourd'hui, au terme d'une plongée progressive dans les oubliettes de l'histoire. Un essai de relecture de cette Révolution française qui nous a, nous, les femmes, et c'est important, elle dit nous, les femmes, et le nous, ici, c'est un nous exclusif féminin. Et en fait, ça, j'en avais beaucoup parlé avec toute cette introduction sur le coït de Dworkin, ça fait du bien, en fait, d'avoir de temps en temps un nous, les femmes, dans un livre en plus de ce genre. Si méthodiquement t'exclus des bénéfices de l'abolition de l'ancien système d'oppression et privé de l'émancipation, individuelle et collective, promise à tout groupe
ou individu humain. C'est marrant, pareil, comme il y a des oubliés de l'histoire pour parler de ce qui va être une exclusion et non pas un oubli. Et en fait, dans ces oubliettes de l'histoire, il y a régulièrement des mentions historiographiques qui montrent que ces oubliettes... En fait, il faut quand même se rappeler que les oubliettes, c'est pas un endroit dans lequel on tombe tout seul. Hein. On est poussé dans les oubliettes. Donc il y a aussi une exclusion. Donc il y a une exclusion révolutionnaire qui est redoublée par une exclusion historiographique. L'idée que nous, les femmes, sommes dans la nature. Donc là, elle met une majuscule pour vous montrer, c'est une majuscule qu'on appelle conceptualisante. Hein. Nous ne sommes pas les seuls à nous y retrouver, mais nous sommes les seuls pour qui cette évidence n'a jamais été ébranlée dans la tête de l'oppresseur. À la différence, par exemple, des anciens colonisés, que nous sommes naturels, que nous aurions une nature tout à fait spéciale qui nous fait ce que nous sommes, des choses, et donc traiter et penser comme des choses, comme nous l'a montré depuis longtemps l'une des premières analyses de cette idéologie, ça c'est Colette Guillaume, hein, et c'est l'article que je vais vous mettre en lien, des choses et surtout rien d'autre. Cette idée, nous la prenons toutes un jour, tôt ou tard, à nos dépens. Une connaissance née de l'expérience la plus immédiate et quotidienne, vie publique, privée, professionnelle, qui rend indissoluble ensuite prise de conscience, politique et investissement intellectuel. Toute théorie est politique, mais toute théorie n'a pas droit à la reconnaissance scientifique. Les liens entre travail intellectuel ou scientifique et investissement personnel, ces liens qui sont pour tout chercheur au départ de la constitution de fait. Donc c'est là qu'on voit qu'elle n'est pas dans un féminin ou dans une féminine universelle. Hein. C'est une marque du genre qui est très réfléchie. Hein. Au départ de la constitution de faits d'observation en objet de recherche, lorsqu'ils sont reconnus voire revendiqués, sont ipso facto motifs à disqualification. Nombreux sont les travaux qui, depuis le renouveau du mouvement féministe des années 70, se sont donnés pour objet l'analyse de cette idéologie dominante, qui sous-tend discours et pratiques scientifiques ou banales en France ou ailleurs. Et donc là, voilà, je vais sauter un peu la citation. Des opprimés vient la contestation, donc non, là c'est une nouvelle citation. Des opprimés vient la contestation radicale qu'on puisse penser le monde en termes d'essence. Et ça, alors, ça c'est quelque chose qu'on a déjà dans l'idéologie allemande, mais qui, ici, est bien dit en tant que situé, c'est-à-dire en tant que victime de l'oppression. De surgit le savoir que rien ne se passe qui ne soit histoire, et jamais fermé que nul n'est le porteur ou l'expression d'un être ou d'un lot éternel. Enfin que la pratique fait cette histoire, dit Guillaumin, qui ajoute que l'entrée dans le questionnement des sciences de la question du rapport social fondamental qu'est celui des sexes est sans doute comme événement scientifique comparable à l'émancipation des sciences de la nature hors du théologique. C'est-à-dire que moi, en fait, ça dit mes interrogations renaniennes et comment Renan a remplacé Dieu par la nature, un peu comme Spinoza, mais je ne pense pas que ce soit par une lecture spinoziste précoce, je n'en ai pas trouvé de trace. Mais je pense que l'influence de Renan, elle est indirecte, elle vient de la pensée socialiste du 1er 19e siècle, aussi étonnant que cela puisse paraître, et évidemment de sa formation cléricale, et comment cela, en fait, va... L'autre étape, c'est comment on va finir par avoir des discours d'émancipation qui viennent des dominés, et là j'ai vraiment envie de dire des dominés EES, qui vont faire jouer l'histoire contre la nature. Et ça, ce sont des choses dont je parlerai plus tard. Bon, donc, évidemment, l'introduction est un peu plus longue que ce que je vais lire. Je tiens à noter, en fait, cette évidence naturelle qui touche les femmes, et non l'ensemble des opprimés. Il ne s'agit pas de nier le statut d'opprimé, mais de montrer qu'il y a une permanence de l'oppression féminine, qui va tout le temps être amené à cette nature. Si vous voulez, il y a pas mal de discours 18e et ensuite qui vont dire que c'est pas mal quand même, il faudrait un peu moins les maltraiter, ces femmes, au nom même aussi de cette nature. Mais sortir de la nature, ça prend un temps énorme. Cette pensée d'une sortie, d'une émancipation de la nature pour les femmes. Et là, je vais vous expliquer que, en fait, ce que montre ces capitans, c'est que l'émancipation des Juifs pendant la Révolution ou l'émancipation des Noirs
ne donne jamais lieu à une émancipation des femmes. Donc, la nature, c'est féminin. C'est pour les femmes. Et si on suit quelque chose que je trouve quand même très convaincant de mon amie brillante Laura Carpentier-Goffre, on voit bien que la vraie victime, c'est être une femme. Et qu'il est scandaleux d'être une victime en ce qu'on est traité comme une femme. Alors que finalement, être une femme traitée comme une femme, c'est tout naturel. C'est ça, l'idéologie dominante de la nature quand il s'agit des femmes. Et c'est là qu'il a vraiment une spécificité de l'oppression féminine par rapport aux autres. Alors, comment s'articule le bouquin avec quelques parties? Donc ça, c'est une espèce de remerciement, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ça s'appelle pas. On a ensuite une introduction qui explicite un peu ces enjeux que je vous ai moi-même explicités, et 4 chapitres. Alors, qui sont tous très denses, et qui vont expliquer, donc, et qui sont un peu expliqués dans cette introduction donc, de 2 pages, cette idée, cette historisation, et en fait cette utilisation de l'idée de nature pour légitimer des oppressions sociales et des inégalités sociales, ici, en fait, des inégalités dont les femmes sont victimes. Et c'est vraiment la spécificité de la Révolution, c'est d'aggraver la situation des femmes, mais pas tout de suite, c'est un processus qui va vraiment de 89 à 93, et qui ensuite est évidemment repris, entériné avec le Code civil, etc. On se rappelle que le XIXe siècle est un grand siècle de misogynie. Ce qui sera suivi, et ça n'est pas dans le livre de Colette Capitan, par une légitimation scientifique de la différenciation sexuelle. Ça, pour le travailler, vous pouvez déjà lire La Fabrique du sexe de Thomas Laqueur, qui va au-delà de la Révolution, etc., et qui est plus globalement sur l'Occident, mais qui va très très largement en fait se trouver dans les théories scientifiques de la légitimation, de la différenciation sexuelle, qui vont légitimer scientifiquement cette idée de nature. Mais ça, c'est pas le propos de Capitan, ça c'est moi qui suis en train de le travailler. Donc vous êtes au cœur d'une recherche brûlante et actuelle. Alors, le premier chapitre, c'est la révolution abolitionniste. Abolitionniste, ça veut dire en fait qui va abolir. Aujourd'hui, quand on parle d'abolitionnisme, on parle beaucoup en fait de l'abolition de la prostitution. Ça, c'est des sujets extrêmement compliqués, mais l'abolitionnisme, ça a été très longtemps. Les abolitionnistes désignaient les partisans de l'abolition de l'esclavage, ou les États qui avaient déjà aboli l'esclavage parfois. Ici, cette abolition, elle désigne l'abolition de l'Ancien Régime, c'est-à-dire en fait très largement du régime féodal. Et c'est là que Capitan, alors c'est ultra dense, et c'était clairement pas ma spécialité, il me semble que c'est quand même un truc que l'on peut suivre. Non mais c'est vraiment un truc dense. En fait, se pose donc cette question de savoir comment les révolutionnaires ont voulu faire la révolution, et donc abolir le régime féodal, et comment cette abolition du régime féodal s'est mise en place. Et elle montre cela à partir donc des différentes lois. Et en fait, c'est un truc qui est vraiment extrêmement intéressant, parce que la révolution, c'est vraiment un truc que j'imaginais toujours mais de façon viriliste, en fait, par idéologie dominante. La révolution, c'est t'as ta faux et puis ton bonnet phrygien, ou tu montes ta barricade, alors qu'en fait, les barricades, c'était pas très utile stratégiquement. Ça fait partie des choses que j'ai apprises, notamment en lisant Éric Fournier. Je pense qu'Éric Hazan, qui a consacré un livre à la barricade, en parle, mais là, bon, je l'ai pas lu. Mais avec une image donc d'irruption, de soudaineté et souvent de brutalité et de violence. L'image du grand soir. Le grand soir, c'est quelque chose qui met du temps à se construire aussi, mais là j'ai un bouquin qu'il faudra que je lise et puis je ne l'ai pas encore lu. C'est quelque chose qui vient de chez Libertalia, ça, l'imaginaire du grand soir, je crois. Bon, ça viendra. Mais en fait, la démarche de Capitan s'éloigne vraiment de ce folklore esthétisant, qui est utile, qui fait des pressions sociales, et dont l'utilité et surtout l'utilisation stratégique doit être discutée et ne pas être niée par un discours a priori. Si on est dans une optique révolutionnaire, la violence peut entrer dans le processus révolutionnaire, et le plus souvent, elle y entre. Mais ce qui va vraiment acter la révolution, ce sont les changements législatifs.
Et là, elle montre vraiment comment en fait les tâtonnements législatifs ont progressivement mis à mal l'ancien régime, et donc finalement le régime féodal, et donc comment les révolutionnaires ont eu des difficultés pour définir le régime féodal, et donc ce qui devient c'est le nouveau régime, le régime révolutionnaire, qui sera ensuite entériné par les différents codes napoléoniens, etc., mais qui viennent de la Révolution. Et là, le raisonnement, il est extrêmement serré, et il se joue autour de la propriété. Parce que la propriété privée, en fait, ça c'est vraiment des choses dont je ne me rendais pas compte, alors vous allez me dire que j'étais probablement naïve, et pas du tout claire sous le régime féodal, et notamment parce que il y avait une multiplication d'impôts liés à l'usage. Et donc donc c'est-à-dire voilà, le péage, on traverse un pont, on paie un péage, l'utilisation du four, l'utilisation du moulin. Donc ça, tout ça, c'est soumis à ce qu'on appelle le ban. C'est de là que vient de l'adjectif banal. En fait, alors ça, c'est le petit point prof de français. Quand c'est ordinaire, les deux viennent du même terme, mais il y a une séparation lexicale. Quand c'est banal dans le sens ordinaire, au pluriel, ça devient ils sont banals. Mais quand c'est soumis à l'impôt du ban, on dira ils sont banaux, les impôts. Donc c'est pas le même mot. Et ça n'est plus le même mot. Et le ban, c'est ce qui donne le mot de la banlieue. Parce que le ban, c'est aussi le territoire soumis au ban, autour du château, par exemple, ou du bourg, ou de la ville. Donc tout ça, et donc quand on est banni, on est exclu du ban, et donc d'un territoire. Bon, le régime féodal, il est lié au servage, et en fait, le paysan, on va le dire de façon un peu générique, n'appartient pas exactement au seigneur, et le seigneur n'a pas un usage aussi massif que l'on peut le croire sur ses propriétés, parce qu'en fait, il n'y a pas que le seigneur, il y a aussi le clergé, il y a aussi voilà, et en fait des intrications d'usage qui se multiplient, et donc le paysan, il appartient, ou plutôt il n'appartient pas, il est attaché à la terre. Et ce que met en place très progressivement la Révolution, c'est ce qu'on appelle la propriété. Alors évidemment qu'on pouvait acheter et vendre avant, mais c'est une propriété ici moderne, et une propriété qui se dégage progressivement par abolition des privilèges et abolition successive de tous ces droits et surtout en fait devoirs d'usage auxquels était soumise la terre. Et ça, elle va le démontrer très très progressivement, et on sait qu'il y a eu un moment de remise en question de la propriété privée, mais que ce moment a été écarté. Et donc c'est là que l'on voit comment la Révolution a effectivement permis l'émergence d'un capitalisme mondial par cette invention juridique de la propriété. Et ça veut dire aussi que des terres communales, ça n'existe plus vraiment. En fait, voilà. Ou à titre de résidu, etc. Et donc ça va aussi avec une appropriation des terres. Donc la Révolution, on supprime le seigneur et l'exaspération quotidienne des tracas de la féodalité, mais on invente un nouveau système qui en lui-même est évidemment bien discutable. Et là, elle est extrêmement précise. Hein. Voilà. Ça, c'est ce premier chapitre, très, très détaillé, et en même temps très très efficace, parce que ça, c'est vraiment un des points essentiels, si je puis dire, de l'écriture de Guillaumin, c'est qu'elle va droit au but. Hein. Mais peut-être qu'elle est parfois un peu allusive et donc difficile à suivre pour des questions qui sont quand même techniques, et dans un ouvrage qui met en œuvre, là, ici, de la pensée économique, de la théorie économique, de l'étude du droit, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très... voilà, que j'ai trouvé difficile à suivre, avec la mention de la main morte, etc. Et en fait, cette façon, comment l'invention de la propriété moderne s'est faite par l'abolition des droits féodaux. Mais ces droits, c'était les droits de quelques-uns, hein, voilà. Et de cet attachement à la terre. Et donc, en fait, il y a effectivement un déracinement révolutionnaire, qui passera ensuite socialement par
l'exode dans les villes, ou ce genre de choses, hein, et que Barrès pleure, mais ce déracinement, il est aussi une liberté, en fait, de ne pas être obligé de rester dans cette terre, d'avoir le droit de partir, et donc de ne pas appartenir, d'être approprié par un seigneur. Alors on est plus attaché à la terre qu'au seigneur, parce que si le seigneur il déménage, on ne suit pas le seigneur, on reste dans la terre. Voilà, par exemple, ça c'est quand même aussi un moment assez intéressant. Voilà. Et donc ça montre comment les révolutionnaires ont réussi progressivement à définir ce qu'étaient les caractéristiques de l'ancien régime pour mettre en place autre chose, donc de ce régime féodal. Et ça, c'est quelque chose qui a été pour moi une claque monumentale, parce que ça montre aussi, alors déjà, c'est ultra brillant, voilà, comment faire le bilan de la révolution. Regardons comment les révolutionnaires ont eux-mêmes pensé la révolution. C'est très simple, mais il faut le penser. Et comment ils s'y sont pris, c'est-à-dire, si on veut faire la révolution, enfin, il y a ça derrière, hein, derrière, il y a, et ça, on n'a pas de développement là-dessus, mais il y a cette idée de, j'en suis certaine, enfin c'est une intuition, hein, mais comment on va abolir le patriarcat? Bon, il faut une révolution, regardons comment on a fait la révolution, et comment on va tâtonner. Voilà, et ça fonctionne quand même, me semble-t-il, assez bien, mais il n'y a pas un mode d'emploi abolition du patriarcat ici. Hein. Et cette claque, elle est aussi liée à ce que finalement définit une révolution. Parce que la révolution, ce n'est donc pas l'irruption soudaine de la violence populaire, etc., le grand soir, etc. Tout ça, ça va accompagner en fait quelque chose qui est un dispositif légal. Alors ça, c'est quelque chose qui est intéressant quand on se rappelle qu'on a tendance quand même assez... en fait, assez schématiquement à opposer le réformisme et la révolution. Et à ce niveau-là, en fait, si on ramène la révolution à un processus légal, tout ce qui va être de l'ordre du grand soir, ça je le dis avec un raccourci pour faire très vite, va en fait être ramené à un outil, à un moyen pour permettre ces transformations légales. Et donc en fait, la révolution, elle se définit en tant que dispositif légal qui va quand même être relativement resserré dans le temps. Mais là, on peut voir, donc là elle étudie vraiment 3 années. On n'est pas sur, je sais pas moi, les 3 journées de 1830. Hein. Ah. Bon, évidemment, le travail constitutionnel est toujours plus long. Mais ça dissout complètement. Et je dirais quand même à une intensité dans le changement de mesure. Voilà. Mais je ne vois plus de différence de nature entre réforme et révolution. Après ça, après avoir lu ce chapitre. Ce qui est quand même assez sidérant. Vraiment. Et voilà. On n'a pas besoin du virilisme de la révolution, du révolutionnaire sur sa barricade. On n'en a pas besoin, on perd du temps. On perd du temps avec ça, vraiment. On perd du temps, en plus on prend des coups. Voilà. C'est pas efficace. C'est pas efficace et ça avance pas. Alors que la situation est urgente, en fait. Voilà. Arrêtez de vous prendre en selfie, quoi. Et le chapitre 2, c'est la nation révolutionnaire. Alors, est-ce que déjà elle va... Alors c'est très important pour ce qu'elle met en place, cette idée de propriété, parce que cette question de la propriété, elle va permettre une appropriation plus radicale, plus complète. Radical, c'est qui va au radical, hein, c'est-à-dire qui va à la racine. Ça, en fait, ça met en place quelque chose qui va trouver sa compréhension ensuite. La nation révolutionnaire, donc ce chapitre 2, c'est celui qui va montrer comment la révolution va finir par se penser comme nation, pour se penser comme souveraine, mais comment aussi cette idée de nation va contenir une idée de fermeture, hein, donc, enfin, de frontières, et surtout, avec la propriété privée de la terre, mettre en place, donc c'est une propriété privée qui n'est subsumée que par la propriété, enfin par la propriété, par la souveraineté nationale. Et en fait, ce mouvement donc, de propriété des terres, il a son pendant dans une appropriation des femmes. C'est-à-dire que, en gros, il y avait un patriarcat féodal. Elle n'est pas en train de dire que le féodalisme, c'est l'âge d'or, hein, vraiment pas. Mais
la transformation du statut de propriété rencontre, ou l'invention de la propriété moderne rencontre la naissance de la nation qui elle-même va permettre une appropriation collective des femmes, sur le modèle de l'appropriation de la terre. Et cette appropriation collective, publique des femmes, elle passe notamment par ce qui est toujours l'appropriation privée, qu'est le mariage. Alors ça, on est sur quelque chose d'extrêmement compliqué, parce que cette souveraineté nationale, elle est celle qui va permettre de penser ce qui n'est plus seulement un pays ou un territoire, mais donc elle va permettre de penser la nation comme une sphère publique et comme un lieu donc de convention sociale. Et donc en appliquant les théories du XVIIIe siècle, Rousseau, etc., le contrat social. Mais ce contrat social, il passe par l'exclusion des femmes, parce que celles-ci sont appropriées, c'est-à-dire ravalées au rang d'objet de propriété de ce qui peut être possédé par l'ensemble de la nation. Alors là, comme ça, c'est un peu brutal. C'est lié au fait que elle le démontre en fait notamment par la transmission de la nationalité, donc du fait d'être français. Comment on est... alors ça, c'est des exemples qui m'ont vraiment marqué. L'homme libre, ça c'est la Constitution de 93, donc 1700. 93 l'énonce expressément, je suis page 48. L'homme libre est celui qui ne dépend d'aucun autre, qui n'appartient à personne, qui subit à ses besoins. Tout homme peut engager ses services son temps, mais il ne peut se vendre lui-même. Sa personne n'est pas une propriété aliénable, c'est-à-dire appropriable. Mais, en fait, au moment où on va avoir une nationalisation des biens, donc du clergé, des biens de la couronne, donc de la royauté, et une indépendance proclamée de la France, à ce moment-là, et donc ça va construire un dedans et un dehors de la Révolution, et donc amener aussi ces discours, ces peurs d'une contre-révolution, d'ennemis de l'intérieur, etc. Quand on commence à avoir une nationalité française, la question est de savoir comment se transmet ou s'acquiert cette nationalité française. Et elle s'acquiert notamment en épousant une Française ou en possédant une terre française. Parce que c'est la même chose. Mais ça, c'est quand on est un homme, évidemment. Ça ne fonctionne pas quand on est une femme, parce que quand on est une femme, on ne s'approprie pas, on est approprié par donc ce mariage. Et donc, en fait, elle met au jour cette étrangeté qui n'est pas un oubli, qui est une construction juridique et sociale, qui est que on invente la propriété privée de la terre, et donc une propriété qui est proprement nationale et non pas communale. Et cette propriété de la terre, c'est celle qui donne son cadre juridique à l'appropriation des femmes. Ça va, voilà, on tient, la PLS est quand même rude. Et ça passe notamment donc, par cette exclusion progressive et absolument volontaire des femmes de tout ce qui peut leur donner un véritable rang de citoyenne. Elles peuvent avoir le titre, mais elles n'en ont pas les prérogatives ni les droits. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas voter, par exemple. Et donc les femmes sont exclues de l'armée dans laquelle elles ont combattu. Elles sont exclues évidemment du vote, elles sont exclues des participations publiques, elles sont exclues du droit de porter des armes, leur habillement est de plus en plus surveillé jusqu'à l'interdiction des clubs non mixtes féminins, parce que les clubs non mixtes masculins, évidemment, ne posent aucun problème. En fait, en tant que citoyenne, les femmes ne gardent qu'un seul droit, et Olympe de Gouges le sait, celui d'être exécutée, et condamnée à mort et exécutée. Et cette construction, et là on voit, en fait, c'est-à-dire, ce sont des droits, alors elles pouvaient être condamnées comme les autres, mais en fait, elles ont, comme ça, de 89 à 93, elles ont perdu leurs droits. Le seul qu'elles ont gardé un petit temps, c'est le divorce. Et pas très longtemps. Et
et de façon un peu compliquée. Mais l'histoire du divorce au fin 18e, 19e, c'est quand même une histoire assez complexe. Et donc, voilà, il y a cette étrangeté, ce scandale monumental d'une révolution qui va mettre en application une philosophie naturelle et les droits naturels qui ont été élaborés au XIXe siècle, et que ça passe à la fois par l'appropriation de la terre et l'exclusion des femmes de ces mêmes droits naturels qui donnent lieu à des droits civiques, et elles ne sont ramenées qu'à des devoirs naturels. Alors la démonstration, elle est ultra serrée là, hein, je vous en donne quelques éléments pour vous donner envie de le lire. Mais voilà, l'idée c'est d'exclure les femmes de la participation à la cité et à ce qui peut fonder la cité pour les exclure de ces droits, donc notamment donc, aux armes, etc. Aux armes, etc. Mais, et ainsi de les ramener complètement à ce qu'elles n'étaient qu'à l'état encore informe, hein, mais à cet état donc de choses possédées, appropriées. Et je vous rappelle que voilà, donc c'est pas juste qu'elles n'ont pas le droit de vote, hein. C'est qu'elles sont la propriété de leur mari. Comme un homme peut posséder une terre. Et tout cela pouvant donner donc une nationalité française. Ouais, donc là, moi, les mythes, ils tombent. Hein, ils tombent. Voilà, et ça c'est vraiment en 93, donc l'expulsion des femmes qui sont déclarées inutiles, hein, des armées. Donc c'est-à-dire en fait on confirme la nation au moment où on exclut les femmes. Là, il y a quelque chose que là Capitan ne dit pas, que je trouve important, Viano doit le dire, mais je n'ai pas lu encore ces volumes-là, c'est comment ce virilisme révolutionnaire, il passe notamment par les références à la Rome antique. Et comment là on a vraiment une inspiration donc, du droit romain et du droit du pater familias, qui possède aussi ses domestiques. Parce qu'à ce moment-là, par exemple, les domestiques sont aussi exclus du droit parce qu'ils ne s'appartiennent pas. Ils ne sont pas considérés comme s'appartenant. Et là, on voit comment, en fait, l'appartenance physique, ça veut dire vivre chez quelqu'un et travailler pour cette personne. C'est bien la définition de la domesticité comme du mariage, hein, c'est la même chose. Amène une supposition d'appartenance intellectuelle, c'est-à-dire l'impossibilité d'une émancipation d'une pensée propre. Et donc, les domestiques comme les femmes, domestiques hommes ou femmes, sont considérés, et les femmes tout court, comme des éléments contre-révolutionnaires d'une nation qui se présente en fait comme virile, en pleine possession d'elle-même, de ses terres, et j'ai envie de dire de ses gens, et en particulier de ses femmes. Ça passe notamment par la disqualification, la dévalorisation de l'Ancien Régime pour son luxe ostentatoire considéré comme féminin, et par la présence des femmes dans les salons. Donc la non-mixité des clubs et des assemblées fait notamment contrepoids à la mixité des salons d'Ancien Régime. C'est un élément qui est important, mais en fait, ce que montre Capitan, c'est comment c'est un discours de nature ultra différent, s'agissant de ce à quoi il s'applique, qui est déroulé au fur et à mesure. Et là, j'arrive à des passages que j'ai trouvé extrêmement compliqués. Alors ça, franchement, je ne peux pas le résumer autrement que linéairement, sinon c'est beaucoup, beaucoup trop dur. D'énormes passages sur les lois économiques qui sont votées, le cours de la Signa, etc. C'est très technique, c'est passionnant. J'ai adoré ce livre, vraiment. Donc là, je reviens sur les femmes révolutionnaires. Je vais sauter des passages parce qu'il faut le lire, et puis je ne serai pas assez précis sur ces choses-là. Et donc, il y a une virilisation. Donc, c'est-à-dire que la nation, elle se pense de façon virile, et donc par l'exclusion des femmes, donc par différenciation de l'Ancien Régime, ça c'est moi qui vous le dis, et je ne pense pas être la seule, mais, et donc référence antique, mais aussi en fait par un appel à la nature, dont les femmes ne sortent pas, comme elles ne sortiront pas de chez elles ni de la propriété. Et bientôt, du mariage, même si là on n'y est pas encore. Et ça va avec une politique nataliste, qui met donc le rentrée des femmes au service de la France. Alors je vous rappelle qu'au XVIIIe siècle, c'est une période, notamment en France, hein, d'inquiétude majeure sur la démographie, et en fait pas tellement fondée, maintenant on le sait, et qui appelle à faire des enfants. Et c'est une des choses qui explique aussi
l'importance des théories éducatives au XVIIIe siècle. Ça, c'est pas chez Capitan, ça, c'est d'autres choses. Je vous rappelle que j'étais 18e jusqu'au master. Et Capitan mentionne, ça j'ignorais complètement, qu'avant j'ai oublié comment elle s'appelait là, l'esprit suprême, il y a eu une fête de la nature qui a justement mis en scène une femme allaitante. Et c'est pas du tout un hasard, on va le voir tout de suite. Le triomphe de l'égalité de la fête de la nature. Ouais, alors un truc, mais elle arrive à dire qu'on ne sait pas si c'est un genre de carnaval bouffon ou s'ils sont sérieux. Je pense qu'ils étaient sérieux, hein, faut les prendre au sérieux. Parce que, voilà, qu'ils vont mettre en scène des mariages pour la fécondité et la reproduction. Et aussi une statue colossale de la nature avec des mamelles qui sont donc des fontaines auxquelles tout le monde boit, etc. Enfin, un truc, mais absolument... ça, c'est sûr qu'après Freud, on ne peut plus faire ce genre de choses, quoi. Enfin, il y en a toujours qui vont le faire. Remarquez, Brel, il arrive bien après Freud, et puis il en a des allusions comme ça au mamelles, la misogynie n'a pas d'âge, on va toujours la retrouver. Et donc, avec cette image vraiment donc, de la nature incarnée, représentée, emblématisée par une femme au sein gonflé et jaillissant, quoi. Voilà, donc là on est sur des choses extrêmement intéressantes, donc sur cette construction d'un idéal révolutionnaire, d'une nation révolutionnaire qui passe donc par une exclusion des femmes. Alors cette exclusion, elle va l'avoir notamment parce qu'en fait on peut savoir à peu près combien coûte une femme. Ça, elle a une étude assez importante en fait, des indemnités qui vont être données aux hommes et aux femmes. Bon, en fait les femmes elles crèvent la dalle, les femmes, elles ne valent rien, parce qu'on ne leur donne rien pour survivre. Même quand il faudrait les aider. Alors, il y a des espèces d'allocations familiales qui sont mises en place à partir du 3e enfant, donc on est déjà dans des politiques natalistes, étatistes, natalistes. Et c'est là où on ne peut pas dire, ouais, la fête des mères, c'est juste pétain, la fête des mères, ça a été inventé avant, et ça c'est la fête des mères, j'ai envie de vous dire, ça s'appelle pas la fête des mères dans le calendrier, mais c'est déjà du pétainisme, et c'est la Révolution française. Voilà. Quand on parle de femmes, il n'y a pas d'homme de gauche. La Révolution française ne peut pas être amenée à un pur événement de gauche. Ça marche pas. Ça fonctionne pas. C'est la fin de l'Ancien Régime, mais c'est le début d'autre chose qui est pas si simple et auquel il faut se confronter dans toute l'ambivalence et dans toute la complexité historique, et parfois ça met en colère. Et moi, je suis un peu en colère. Voilà. Et donc, là, on en arrive, et là, pour une fois, j'ai mis un marque-tapage, parce que c'est important d'avoir un marque-tapage pour les moments les plus importants. On est en 1793, et sont votés... Ah, c'était bien là. Alors, et donc, il y a une grande défense de la propriété privée, et par exemple, les lois sur le viol sont ramenées à des défenses de la propriété privée. Parce que vous le savez bien, quand on viole une femme, on détériore la propriété d'un homme. On fait pas autre chose. Imaginez qu'elle tombe enceinte, on sait pas trop qui c'est, puis on n'a plus le plaisir de la déflorer. C'est ça, les lois sur le viol. Jusque au XXe siècle, et c'est pas parce que d'un seul coup on s'est dit tiens merde, elles ont une âme. C'est parce qu'on s'est battu pour être reconnus comme des êtres humains et on ne l'est pas encore. C'est ça que ça veut nous dire. Et donc quand on considère que le viol c'est une atteinte à la propriété et qu'on va parler du viol d'une propriété comme du viol d'une femme, c'est parce que les femmes sont des choses, et ne sont pas autre chose que des choses. Et c'est ça qu'on a, et c'est de voir comment ça s'est mis en place de façon ultra resserrée par des hommes qui se réclamaient de ce qu'aujourd'hui on appelle la gauche, de la révolution, d'un esprit nouveau et des lumières. C'est absolument révoltant. C'est révoltant, mais c'est un truc, c'est absolument gerbant la révolution qu'on nous vend. Et là, nous ramener ça du folklore révolutionnaire du grand soir, et nous demander d'y aller, et d'aller aussi nous mettre en danger sur des barricades, à nous prendre les mains au cul des camarades, et en plus nous prendre des matraques de flics, mais vous foutez de notre gueule, les mecs. Vous foutez vraiment de notre gueule, là. Mais votre révolution, elle se fait sans nous, parce qu'elle est pensée sans nous, et elle est pensée contre nous, et on n'en est absolument pas dupe, et on le voit, mais là en plus on le démontre, on le théorise, et c'est vraiment un truc, alors, je suis désolée, là, je suis en train de m'énerver, mais qu'est-ce qu'on nous a vendu à ce niveau-là? Et qu'est-ce qu'on a été prise pour des connes? En plus. Et il nous faut des siècles pour sortir de ça. Des siècles à vous combattre. Et là, ce qu'on va avoir en 1793, alors je sais même plus où je l'ai noté, mais j'espère que je ne me suis pas trompée de page, parce que ça m'arrive aussi. Voilà, c'est page 77.
Et là, on a, sur cette année qui fait que la révolution est ratée parce qu'on préfère se posséder des femmes pour pouvoir les violer, les exploiter, plutôt que de faire réellement la révolution. Donc vous êtes vous-même les cocus de l'histoire, mais vous en restez les possédants, les possesseurs et les dominateurs. Et j'exècre tellement ce monde phallocrate qui ne nous laisse que un petit souffle d'expiration, qui ne nous laisse jamais autre chose que le râle de l'agonie. Quand on voit à quel point on est domestiqué dans le mépris. Et vous allez voir, la suite, elle est encore pire. Et là, je me remets en mode bonjour tristesse, comme je l'avais dit sur Backlash, et je suis pas sûre de le regretter. Tout compte fait, 1793 peut servir d'exemple pour avoir voulu réserver à quelques-uns les bénéfices de la liberté et de l'émancipation. La Révolution a manqué ce premier rendez-vous historique avec la démocratie. Et que Lordon ne vienne pas nous parler de démocratie. Hein. Un échec aux effets destructeurs. En enfermant la classe des femmes, c'est-à-dire qu'on a construit la classe des femmes dans une idée de nature purement fonctionnelle, c'est-à-dire pour l'utiliser et l'exploiter, hein, aux fins d'une idée de la nation confondue avec le privilège du droit et de l'autonomie, et investissant tout le champ du social, 1793 ouvre la voie aux dérives de la normalisation. La politique de la vertu, elle a mis une majuscule conceptualisante pour montrer à quel point c'est dégueulasse. Et des mœurs, le culte de l'être suprême, qui succède à celui de la nature ou de la raison, révèle le peu de distance qui sépare le libéralisme balbutiant du libéralisme triomphant. Et on a vendu la révolution. Feutré ou musclé, le contrôle et la répression des femmes en donnent tôt ou tard la clé. Elle saute une ligne, nouveau paragraphe. Le décret d'abolition de l'esclavage, voté sans débat le 16 Pluviose 2, 4 février 1794, une plus longue discussion sur les droits de la nature déshonorerait l'Assemblée, c'est une citation des procès-verbaux, hein. Et celui, le lendemain, sur le devoir sacré d'allaiter son enfant, témoigne clairement, l'un et l'autre étant votés au nom du, je passe à la page 78, même motif, le droit de nature, que ce dernier n'a pas le même sens selon qu'on l'invoque ici ou là. Et en plus, on a des abrutis, et là je signale que ce sont des femmes qui se font les servantes du patriarcat, et je leur en veux pas à elles, je leur en veux, mais qui ont été claquées une femme allaitante en public. Ça, c'est récent, c'est à Bordeaux, et c'est la honte absolue. Le droit de nature, que ce dernier... Mais les mecs qui viennent claquer la langue quand une femme allaite, hein, c'est pas mieux. Hein, et on vous voit, et si des femmes sont capables de frapper, c'est parce qu'on leur a tellement interdit d'allaiter. Parce que c'était des femmes âgées. On a tellement disqualifié l'allaitement, on l'a tellement instrumentalisé pour sexualiser les femmes et pour récupérer leur lait aussi, que aujourd'hui, l'allaitement est devenu un acte politique qui met aussi en danger les femmes. Et qui peut les mettre en danger face à des femmes que de voir kidnapper des femmes de droite, c'est-à-dire celles qui ont le cerveau, enfin qui sont dans la misogynie intériorisée, mais qui ont aussi fait le choix du patriarcat parce qu'elles essaient de survivre. Donc que ce dernier, c'est-à-dire le droit de nature, n'a pas le même sens selon qu'on l'invoque ici ou là. Source de liberté pour les uns, de contrainte à la reproduction, pour reprendre les termes de l'article de Tabé déjà cité pour les autres, le droit de nature, constamment évoqué pour fracturer la révolution, laisse le champ libre au discours intégrateur de l'an 2. Et rendez-vous compte comment on va abolir l'esclavage d'un côté, et c'est génial et j'en suis super content, au nom de la nature, au nom de cette même nature, le lendemain, on explique que les femmes sont obligées d'allaiter. Et donc elles sont assignées à la reproduction. Même nature. Même nature qui, en fait, en votant l'abolition de l'esclavage, ne vote l'abolition que des hommes. Et cette fraction, elle a coûté tellement cher. Quand Olympe de Gouges, je ne vous dirais pas qu'Olympe de Gouges, elle n'est pas raciste ou avec des fétichisations, mais appartenait à la Société des Amis des Noirs, a fait des pièces abolitionnistes, revendiquer les droits des femmes, quand les deux combats se menaient en même temps, la révolution les fracture. Et il n'y a pas bien sûr qu'il y a un antiracisme misogyne et qu'il peut y avoir du féminisme raciste ou qu'on appelle féministe blanc. J'aime bien l'appellation de fémonationaliste, j'en ai déjà parlé. Mais cette fracture, et c'est la même qu'on a eue au moment de l'abolition, autour de la guerre de sécession, aux États-Unis, là on l'a en France, on la retrouvera encore en 48, etc. C'est une division. C'est une division qui n'atteint jamais ceux qui possèdent et qui gardent le pouvoir. Voilà. Mais qui va permettre de diviser et donc d'entériner cette appropriation des femmes. Bon, je vais passer au chapitre suivant.
et je vais arrêter de m'énerver. La nature hors la loi, ça c'est un moment ultra important, c'est le chapitre sur Locke et Rousseau. Parce que là, en fait, elle revient à la philosophie politique qui est utilisée et évidemment connue pendant la Révolution française. C'est un moment ultra important de son bouquin. C'est ultra difficile parce que grosso modo, elle montre comment... Alors elle part de toute façon parce que chronologiquement ça marche, hein, mais on est dans des philosophies qu'on appelle libérales, hein, mais donc dans la théorisation de la property, et donc de ce qu'on appelle aujourd'hui la habeas corpus, c'est-à-dire en fait aussi le fait de se posséder soi-même, d'avoir sa propre propriété, voilà, et à sa traduction rousseauiste en un discours d'asservissement des femmes. Alors évidemment, il y a plein d'étapes ultra serrées de relecture, et elle montre bien comment Locke se heurte à une aporie philosophique, à une impasse philosophique, qui est l'universalité théorique des droits de la nature et l'asservissement généralisé des femmes. Il n'est pas idiot, il le voit. Hein. Et il n'arrive pas à le penser. Et ça, elle le montre. Et Rousseau, le voit aussi, et puis il a lu Locke, et lui, il arrive très bien à le penser, parce qu'il trouve ça très bien, en fait. Et donc, elle fait une relecture de ce livre, mais si pénible, et qui a fait tant de mal, à savoir le livre consacré à Sophie dans Émile ou de l'éducation, qui permet de montrer comment Rousseau ne croit pas à la nature. Alors Rousseau, il aime bien les paysages, hein, ça reste un peu romantique, machin, etc. Mais Rousseau ne croit pas en philosophie, et surtout en philosophie politique, à la nature. Et en fait, il faut comprendre que les philosophes du XVIIIe siècle font de la nature un concept semi-fictionnel qui permet de penser, mais donc qui est d'autant plus difficile à définir. Mais Rousseau donc ne croit pas à cette nature, parce qu'en fait, toute la nature de Sophie, c'est d'être dépendante d'Émile. Et donc, toute son éducation est une domestication. C'est-à-dire qu'elle n'est pas... Il faut, en fait, l'éduquer à sa nature de femme. Il faut lui apprendre la soumission. Il faut lui apprendre la servitude. Il faut lui apprendre à deviner les désirs de celui qui sera son époux, pour qu'elle en soit la parfaite auxiliaire. Nul besoin de la battre, la menacer suffit. Nul besoin de voyager, évidemment, ça on le sait, mais c'est peu de choses. Nul besoin de l'enseigner. Et avec ce système donc, de double standard incroyable qui est donc il faut que les femmes aient du jugement sans éducation. Alors j'ai oublié les... Et donc la nature de Rousseau est un but et non une origine ou un état. Elle est ce à quoi il faut ramener les femmes. Et c'est une démonstration très très serrée qu'elle opère et absolument... voilà. Et donc évidemment, donc, ces questions des droits naturels, elle permet donc de penser ce qui ne s'appelle pas et ce qui ne se pense pas avant le début du XXe siècle comme le doublé conceptuel nature-culture. Ça n'existe pas à ce moment-là, mais de penser une opposition entre droit naturel et droit civil. Et donc avec Rousseau, la femme évidemment n'a pas de droit civil, mais n'a même plus vraiment de droit naturel, elle n'a que des devoirs naturels. C'est-à-dire des devoirs au nom de sa nature de femme, et qui sont en fait uniquement ramenés à sa reproduction, au fait qu'elle se reproduise. En fait, c'est pas qu'elle se reproduit, c'est qu'elle permet aux hommes de se reproduire. Et c'est encore extrêmement... c'est encore autre chose. Bon, évidemment, je perds mes pages comme d'habitude. Alors, et elle passe par d'autres, hein, 18e. Et voilà, ce système donc, de la propriété est vraiment entériné, de la propriété des femmes, entériné avec Rousseau. Et donc, cette éducation à la non-éducation. Cette éducation qui est l'inverse d'une émancipation. Cette éducation à la soumission et à l'asservissement. Voilà, je vais vous lire un passage. Hein. Alors, Rousseau, hein, l'éducation des femmes est faite pour les hommes. Je ne sais pas comment on peut faire plus clair. C'est-à-dire que s'il y a une éducation, c'est-à-dire elles sont bien éduquées. Donc, il ne cesse de dire dans l'Émile
que la femme est toute nature et qu'il faut la laisser dans sa nature, et en même temps, il y a bien une éducation des femmes. Et il a bien conscience des contraintes et des doubles standards auxquels sont soumis les femmes, qui doivent tout comprendre sans jamais avoir rien appris, bref, qui doivent réaliser ce miracle d'avoir, comme il le dit, du goût sans études, des talents sans art, du jugement sans connaissance. Parce que si en plus elles avaient l'air d'être réellement éduquées, c'est-à-dire d'avoir cette culture comme gage de distinction sociale au XVIIIe siècle, et d'appartenance à un monde en fait assez dominant, il faut en fait même enlever les marques de cette appartenance. Je vous rappelle que la femme qui a épousé Rousseau, la mère de ses enfants abandonnés, était analphabète. Quand lui-même, dans ses bouquins, n'arrête pas d'aimer les petites demoiselles et avec des rubans. Il adore les demoiselles, les rubans, la crème fraîche, parce que son imaginaire rousseauiste est absolument nauséeux. Et qu'il aime lui-même faire cette éducation. Enfin, peut-être peut-on se rappeler que Émile ou de l'éducation, c'est quand même l'histoire d'un prof qui arrête ses cours, ou plutôt qui les prolonge, en couchant avec son élève. Et avec tout ce fantasme de Julie enceinte, qui finit par l'enseigner lui, en tant qu'elle est naturelle, alors que justement il a arrêté les cours. Mais ça suffit, elle est en elle-même. Et là, Capitan montre bien en fait comment on a une dichotomie entre la sainte et la putain, avec la Julie de la nouvelle Héloïse. Donc la femme est faite pour l'homme, l'éducation des femmes est faite pour les hommes. Rousseau enseigne que les femmes, je suis page 110 et maintenant 111, doivent être tenues fermes, il faut les enfermer, les châtrer. Citation, ce qui est bien, ce qu'on leur commande est bien, ce qu'on leur défend est mal, elles n'en doivent pas savoir davantage. Et en plus, ça nous apprend le gaslighting. Et Sophie étant éduquée pour être soumise au père, aux frères, au mari, à la société tout entière, parenthèse citation, c'est à vous d'obéir, ainsi l'a voulu la nature. Faire en sorte qu'elles en soient reconnaissantes de surcroît. Rousseau offre une axiomatique de la domination sur les femmes. Citation, femme, honore ton chef. Car, citation, vous ne réduirez jamais les jeunes garçons au même point, le sentiment intérieur, s'élève et se révolte en eux contre l'injustice, la nature ne les fit pas pour la tolérer. Mais il le sait bien que les femmes non plus, puisqu'il faut les humilier dès l'enfance pour qu'elles s'apprennent cette obéissance. Rousseau démontre le caractère social de la naturalité des femmes. Mais si Rousseau peut être dit féministe ou servir la cause des femmes, alors là, elle m'a attaqué autant que Lévi-Strauss avec la théorie de l'échange des femmes, ça c'est vraiment une blague de matérialiste, fût-ce à son corps défendant, il est manifeste que jusqu'à ces dernières décennies, du moins où le mouvement des femmes a pu le décrypter, la puissance de son impact ne tient pas à cette perspicacité sociologique, mais bien au fait qu'il exprime et donne sa force de frappe à l'idéologie naturaliste dominante, propre au rapport de domination, cette idéologie qui est encore la nôtre aujourd'hui. Rousseau accrédite, pour les 2 siècles à venir, l'idée de la naturalité des femmes. C'est Rousseau qui fait de la nature, grand N, le moyen de l'instrumentalisation des femmes qui fourbit l'arme idéologique propre à justifier le statut inférieur qui est le nôtre. Les femmes sont dans la nature, c'est la nature qui veut qu'elles soient inférieures, il est donc naturel qu'elles soient dominées. Puisque la nature de l'homme est de maîtriser la nature. Là, je vous ramène aussi à Caroline Marchand. Pierre-Élie, rends-moi mon bouquin. Je ne te l'avais pas prêté pour qu'il aille à Strasbourg. Et là, j'aimerais bien en faire une vidéo. Mais je vous renvoie aussi à la vidéo sur l'anthologie d'Émile H. Rousseau lève les ambiguïtés du droit naturel, il en fait un système performant du point de vue des classes de sexe pour la reproduction d'un état de fait. La société naturelle, c'est les femmes, la société civile, émancipée de la nature et souveraine, les hommes. Donc un truc mais absolument convaincant évidemment et abominable. Je savais que j'aimais pas Rousseau. J'adore Rousseau pour plein de choses. J'ai adoré Julie la nouvelle Héloïse. Mais c'est une relecture absolument abominable. Et donc Rousseau est celui qui permet cette conjonction d'un discours de la souveraineté. Donc c'est pas un discours nationaliste, c'est un discours de la souveraineté. Alors que là, ne me parlez pas de souverainisme. Et de l'appropriation des femmes. Et comment donc, et là, en fait, un retour en arrière, historique, pour
comprendre ce discours révolutionnaire. Et le 4e chapitre, c'est Sade. La révolution, mode d'emploi, Sade. Alors, l'ingénie du titre, simple, etc. Elle débute par les critiques de Sade, évidemment, elle tire à balles réelles. Il y en a une qu'elle ne cite pas, et elle ne cite que des hommes, c'est Beauvoir. Faut-il brûler Sade? Et je n'ai pas lu Faut-il brûler Sade, il est difficile à trouver, mais pour le coup, j'ai encore plus envie de le lire pour voir pourquoi elle ne le cite pas. Mais on se rappelle que Beauvoir, c'est la morale de l'ambiguïté. Hein, c'est pas une matérialiste, Beauvoir, c'est une existentialiste. C'est quand même différent. Et donc, la question est vraiment de savoir, donc, Sade subversif, etc. Sade lu par la gauche, figure d'émancipation. Alors, elle ne mentionne pas les surréalistes. Mais alors, vraiment, et là, en fait, à chaque fois que, sur tout ce qu'elle dit de Sade, je vais dire plus largement. Alors ça fait partie de ce qu'il y avait d'ailleurs chez David Foster Wallace avec ce grand auteur masculin. Je ne sais plus quelle était la définition exacte et le bouquin je l'ai descendu, il n'est pas là. Mais au-delà de Sade, moi je vois le grand poète surréaliste, le grand poète romantique, le Dark Dandy, qui a trop de peine, mais ça c'est vraiment pas du Sade, mais qui voit de la subversion dans le fait de réaliser et de jouir de la domination. Et cela par la transgression. Et en fait, ce qu'il y a aussi avec Sade, et c'est pour ça que l'analyse de Sade est aussi importante, c'est l'analyse de la valorisation de la transgression et de la subversion. Vous allez voir. Bon, elle cite Blanchot, elle cite Solers, enfin, elle s'est vraiment tapé des lectures difficiles. Évidemment Barthes, qui ramène quand même à pas mal de discursifs. Et elle propose une lecture en fait assez littérale de Sade, qui ramène Sade à un auteur révolutionnaire de droite. En gros, mais de toute façon, on a compris que la révolution, c'est compliqué de la dire de gauche ou de droite, mais qui va être celui qui, au nom d'une nature à laquelle il ne croit pas, et qui pratique, parce que la nature, en fait, c'est une notion qui est instrumentalisée pour un asservissement, et qui donc, au nom de cette supposée nature, qui est réalisée dans les rapports sexuels présentés comme des rapports naturels, va appeler à l'abolition de l'Église, des choses comme ça c'est assez logique dans une optique révolutionnaire, pas forcément choquant, mais surtout en fait, pas en fait tant que ça des lois, puisqu'il faut pouvoir transgresser des lois, mais à une extension complète du projet révolutionnaire d'appropriation des femmes. Et c'est en ça que Sade, c'est le révolutionnaire, la révolution mode d'emploi. Voilà, donc je suis page 123. Pour Sade, il n'y a pas de nature, lui prêter cette croyance et en fausser la lecture, la réduire, l'appauvrir. Sade ne croit pas à la nature, sa seule hypothèse invalide le projet sadien. Mais, pièce rapportée dans le système de Sade qu'elle parasite, l'idée de nature est aussi la seule qui puisse faire passer le propos, elle est le cheval de Troie derrière lequel il s'abrite pour développer son projet. L'idée de nature, idée porteuse et consensuelle qui imprègne le discours du temps, code la lecture de Sade. Les exégètes évoquent le côté ésotérique de Sade, cette fameuse supposition qu'il y aurait un secret, des choses à décoder, qui, lui, décrypte le discours révolutionnaire de la nature, montre le tout politique, le tout social à l'œuvre dans l'idée de nature. Car la nature est absurde. Citation, qu'un philosophe simple instruise ses nouveaux élèves des sublimités incompréhensibles de la nature, et dans l'histoire de Juliette, les lois de la nature sont celles que dicte le préjugé. L'idée de nature, elle, pour Sade comme pour l'ensemble des philosophes, ne les certes pas, et n'en ignore ni l'artifice ni l'efficacité. Et en fait, c'est vraiment je pense qu'une des choses vraiment difficiles pour comprendre le XVIIIe et le XIXe siècle encore, c'est le statut de ces fictions théoriques, comme nature, quoi. Qu'on a peut-être pris vraiment, vraiment trop littéralement ces derniers temps. C'est là le vrai travail accompli par Sade, je suis page 124, montrer que l'idée de nature sert un projet politique de libre asservissement, d'élimination physique. Je vous rappelle que Sade valorise le crime, alors qu'il ne veut pas de condamnation à mort, mais il y a des crimes. Mais évidemment, ça c'est assez logique en fait, mais je ne vais pas développer ça. D'anéantissement des uns au nom du libre vouloir des autres. Sade démontre le caractère politique
de l'idée de nature. Et alors je vais quand même aller plus vite et plus loin, parce que c'est une vidéo longue et difficile sur... Voilà, on ne peut, je suis page 134, on ne peut déconstruire Sade, c'est-à-dire l'idéologie dominante, aussi longtemps qu'on reste dans le schéma naturaliste, aussi longtemps qu'on maintient les rapports structurels qui le rendent possible, aussi longtemps qu'on croit à la nature, des femmes, du sexe, des noirs, des juifs, etc., qu'on reste dans le schéma sadique du social et qu'on refuse de problématiser cette idée. L'avance de Sade sur ses émules est d'avoir pressenti la puissance d'agression contenue dans l'idée de nature. Il faut réintégrer Sade dans l'analyse de la Révolution. Non pas pour la disqualifier, mais tout au contraire pour montrer qu'elle a manqué son projet d'émancipation universelle, entre guillemets, pour l'avoir limité, pour n'avoir voulu faire encore un effort. Ça, c'est une allusion à l'énorme brochure qui est au milieu de la philosophie du boudoir. Français, encore un effort pour être républicain, que je viens de reparcourir très très vite. Cet échec peut tenter tous ceux qui rêvent d'en périmer l'effort. Sade se sert de la Révolution, celle qui construit de façon antinomique nation et nature, sociale et nature, pour contrecarrer la révolution encore à venir. Et c'est ça que j'aurais dû dire. On construit la nation pour qu'il y ait des droits civils qui ne soient pas des droits naturels, et en même temps, les droits naturels, on ne les donne pas vraiment aux femmes. Cet échec peut tenter tous ceux qui rêvent d'en périmer l'effort. Sade se sert de la révolution, celle qui construit de façon antinomique nation et nature, sociale et nature, pour contrecarrer la révolution encore à venir, celle de l'abolition de la nature, de la naturalité des sexes, du mode de production dominant, qu'est la structuration sociale en classe de sexe. Et donc la nature lui permet d'éviter qu'on arrête de penser en termes de nature et qu'on arrête d'approprier les femmes. La législation révolutionnaire contre les femmes est la pièce à conviction que brandit Sade dans son réquisitoire contre la révolution. Elle cautionne son discours. Bénéficiant d'un mouvement abolitionniste qui touchait les manières de penser et de faire, Sade s'empare de cette idée de nature, porteuse de rupture dans le siècle, parce que, on va dire que les lois sont pas bonnes, il faut revenir à d'autres lois, au nom de la nature, pour visionner une société ayant balayé toute institution régularisatrice des antagonismes qui en sont la dimension humaine. Et donc en fait, Sade montre que la nature anime tout projet d'asservissement, et l'histoire du XXe siècle a donné raison, et c'est la fin de la nature à l'ordre du jour. Mais les détails et les articulations logiques sont extrêmement importants. Quand on dit nature, on est en train de justifier une oppression. C'est là-dessus que... C'est ce que démontrait déjà Guillaumin, et c'est là-dessus que s'achève de la même façon, et parce qu'elle l'a redémontré de façon extrêmement précise et ample, Colette Capitan. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Sade, au nom de la nature, et donc de la nature qui passe par l'expression des désirs, ce qu'aujourd'hui on a envie d'appeler pulsion, théorise l'appropriation complète des femmes. Alors je vous rappelle que l'appropriation n'a jamais de limite dans l'absolu, mais il y a toujours des normes, des habitudes, des jugements, des lois qui vont en réduire l'ampleur. C'est pour ça que je suis vivante, en fait, parce que j'ai du bol. Mais en soi, il n'y a pas de borne à l'appropriation, et ce que revendique Sade, au nom de la nature, c'est que cette appropriation soit naturelle, bref, qui n'y croyait pas. C'est un argument. Pour permettre une appropriation totale qui aille jusqu'au crime, éventuellement l'extermination, et au viol. Et je vous rappelle que dans Français, encore un effort si vous voulez être républicain, il théorise notamment, donc évidemment, pas la dépendance, mais la subordination complète des femmes, ramener effectivement à une propriété collective de la nation, et qui donc ne doivent pas avoir notamment le droit de refuser, de se prêter au désir d'un homme, quel qu'il soit. Et cela, avec notamment l'ouverture de ce qu'on appelle des bordels, qu'on appelle maisons de tolérance, parce que en fait, les lois, elles y sont jamais vraiment comme dans les maisons, en fait, vous voyez. Je fais des petits parallèles comme ça. Maisons de tolérance, maisons closes, sphère domestique, voilà. Tout ça en exception au droit commun. Et en fait, voilà. C'est-à-dire, en fait, ce sont des zones de non-droit. Et ce que réclame Sade, c'est même une nation de non-droit, au moins s'agissant des femmes, pour permettre donc
explicitement de les violer, de les tuer, et puisqu'il va dénier le viol, puisque celui-ci ne va pas réellement détériorer la propriété d'un autre, puisque l'amour ou le mariage l'aurait fait plus tard, c'est-à-dire en fait déflorer, et que le fait qu'il y ait des enfants qui naissent de ce viol n'est pas un problème, puisque ces enfants de toute façon appartiendront à la nation, ils seront entretenus par la nation, et donc la remise en question de l'autorité paternelle en fait permet de violer les femmes. Un peu comme la pilule a justement enlevé des arguments aux femmes pour refuser des rapports sexuels. Voilà. Et donc la recherche de paternité interdite sous la Révolution et pendant tout le XIXe siècle est vraiment interdite, qui permettait une protection des femmes et qui est toujours revendiquée en fait quand il ne faut pas être naïf quand les soi-disant SOS Papa, qui sont en fait des violenteurs de femmes et de mères, hein, toujours, hein, quasi exceptionnellement, demandent à ce que les hommes aient un droit de regard sur la poursuite d'une grossesse ou l'interruption de cette grossesse avec l'avortement, ils renouent avec l'interdiction de la recherche de paternité pour ne pas donner de pension, mais en fait bien plus largement pour s'approprier les femmes et ce qui va être considéré, ce n'est pas mon avis, hein, comme des produits issus de ces femmes, leurs enfants. Voilà. Qu'ils vont vouloir ou ne pas vouloir. Et en fait, la Révolution française a notamment théorisé le statut d'enfant naturel, comme n'ayant pas de droit, et cela toujours en référence à la législation romaine. Donc la Révolution française, c'est une révolution d'hommes, et peut-être que la Révolution est une affaire d'hommes. C'est un livre extrêmement dense, encore plus riche que cette espèce de fiche de lecture à l'arrache que je viens d'en faire, que je conseille extrêmement vivement, vraiment, extrêmement important, parce que voilà, là j'en tire donc des fils extrêmement importants donc pour penser la Révolution, pour penser l'appropriation des femmes, évidemment pour penser du point de vue de mon boulot ce discours de nature, et donc la construction de ce discours de nature juste avant la période que je travaille. Et moi, en fait, ce que je commence à travailler, c'est comment en fait la science va légitimer ensuite ce discours de nature politique. Et puis les féministes là-dedans. Et pour comprendre comment on se retrouve à ne plus pouvoir penser d'émancipation quand on ne la pense pas à partir des opprimés. Je vous dis à bientôt.